sur table. Une émission proposée par Hype FM. Les Arméniens vivent dans la douleur de la perte subie durant et suite au génocide de 1915 à 1923. Perte de proches, perte de biens, perte d'une civilisation, perte d'un territoire. Les Arméniens vivent en même temps la douleur d'une négation qui les touche au plus profond de leur dignité et porte une blessure à la mémoire des victimes du génocide. Après des décennies de luttes lentes, difficiles, souvent méprisées et attaquées, des hommes, des institutions et des États ont commencé à reconnaître l'existence du crime. Une reconnaissance incomplète à ce jour, car non seulement le nombre des États reconnaissant le génocide reste insuffisant, mais en l'absence d'une reconnaissance franche et claire de la part de l'État criminel, toutes les démarches entreprises seront au final inachevées. Les Arméniens vivent également la douleur d'un négationnisme individuel comme étatique, et ce en Turquie même d'abord, en Azerbaïdjan ensuite, et un peu partout dans le monde. En France, des expressions négationnistes ont permis aux organisations arméniennes de porter plainte devant la justice, sans toutefois avoir une vraie protection juridique contre toute forme de négationnisme qui s'appliquerait automatiquement à chaque fois qu'un délit de négationnisme est acté. C'est pourquoi les Arméniens ont demandé et obtenu à 2 reprises depuis 2006 le vote d'une loi de pénalisation de la négation du génocide arménien, mais qui à chaque fois s'est heurtée au refus du Conseil constitutionnel. Cette loi a provoqué des réactions également dans des cercles intellectuels où certains prétendent qu'elle empêchera les chercheurs à bien mener leurs travaux et d'autres parlent encore d'atteinte à la liberté d'expression. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour en France, mais même si le président Macron l'a évoqué lors du dernier dîner du CCAF il y a 1 an, mais ce matin, nous tenterons de comprendre et mettre face à face 2 points de vue a priori opposés avec 2 experts en histoire du droit. Nicolas Warembourg, professeur d'histoire du droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégé des facultés de droit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Aram Mardi-Rossian, professeur d'histoire du droit également à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc vous êtes collègue apparemment, agrégé des facultés de droit et directeur d'études à l'école pratique des hautes études, section des sciences religieuses. Bonjour Aram Mardi-Rossian. Bonjour. Donc ravi d'avoir cette discussion en dehors d'un climat chargé ou politique pour comprendre un peu les points de vue sur la question, même si les Arméniens, connaissent le sujet un peu par cœur, mais il est très important de voir d'une manière paisible cette question et de parler de ce négationnisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un négationnisme d'abord, professeur, et qu'est-ce qu'est le négationnisme qui touche les Arméniens ? C'est très difficile de définir juridiquement ce qu'est la notion de négation, de négationnisme. Il n'y a pas, à ma connaissance, dans la loi, une définition qui renvoie au terme de négation. Vous avez dans nos textes législatifs qui touche à la législation mémorielle, un certain nombre de dispositions qui renvoient à des notions voisines, à cette idée que l'on peut nier l'existence d'un fait historique, en diminuer les conséquences humaines, affirmer que le fait historique d'une destruction systématique de population n'a pas été tel ou qu'il a été moindre. Donc vous avez toute une série de notions voisines qui approchent le terme général de négation, de négationnisme, de négationniste, mais la loi en elle-même ne dit pas ce que la langue courante appelle négation, négationnisme ou négationniste, pour une raison très simple, c'est que vous avez toute une série de textes, toute une série de lois mémorielles qui s'intéressent à des faits historiques divers et qui, à chaque fois,
pour des raisons de conjoncture politique, pour des raisons aussi parfois juridiques, en réponse à des décisions de juridiction répressive ou de la juridiction constitutionnelle, eh bien, ont adapté cette notion à un contexte historique, un contexte juridique, un contexte politique particulier. Donc c'est très difficile de parler de négationnisme de façon juridiquement très, très satisfaisante. Alors justement, avant d'entrer sur le sujet, sur la thématique arménienne du négationnisme, prenons l'exemple du Cambodge, prenons l'exemple du Rwanda, ou d'autres faits dans l'histoire, l'esclavagisme par exemple. Comment s'applique le négationnisme? Qu'est-ce qu'on fait? On change les données, on change les dates, on change le nombre de victimes, on change les faits historiques, le trajet. Qu'est-ce qui est négationnisme? C'est toute la difficulté. C'est la difficulté pour le professeur de droit que je suis, pour le professeur d'histoire du droit que je suis, qui est évidemment très très attaché d'abord à la liberté de parole, supérieurement à la liberté de conscience et la liberté de penser, et puis à la liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche. C'est que je n'ai absolument évidemment, ma présence le prouve ce matin, aucune difficulté à admettre l'existence des atrocités commises autour de 1915 en Turquie. J'ai évidemment une réprobation morale totale à l'égard de tout ce qui s'est passé là-bas, et une réprobation totale à l'égard de ceux qui aujourd'hui ont le moindre problème à poser le terme de génocide sur ces atrocités. Mais, parce qu'il y a un mais, comme professeur, comme universitaire, me revient toujours à l'esprit cette maxime, cette grande règle qui a dominé le travail intellectuel au Moyen Âge, c'est que l'argument d'autorité, c'est celui qui prouve le moins. Et moi, mon métier, c'est de prouver l'existence de ces faits génocidaires, et de les prouver selon des méthodes éprouvées par l'université. Alors, est-ce que cela signifie, avant de donner la parole aussi au professeur Alain Marc-Durossian, qu'il peut y avoir un doute sur les faits, c'est-à-dire s'il y a quelque chose encore à prouver, qu'est-ce qui est à prouver? L'existence du génocide ou des détails sur l'histoire du génocide? Je crois que, hélas, les témoignages que nous avons, des témoignages de tous ordres, d'ailleurs, de ceux qui ont vécu le fait génocidaire, les déplacements de population dont les témoignages existent encore vivants. Je ne parle pas des thèses de l'État turc, je parle des intellectuels. Qu'est-ce qui fait qu'ils doivent se dire, d'abord je dois prouver que c'est un génocide, et ensuite je considérerai qu'il y a eu un négationnisme. Par rapport à l'exemple précis du génocide arménien. Bien sûr. Alors, comme toute vérité historique, c'est une vérité qui est établie par les faits, qui est établie par les témoignages, par les témoignages archéologiques, par l'existence de déplacements de populations qui existent encore aujourd'hui. On pourrait parler d'Alep, par exemple. Donc, on a là tout un faisceau de preuves qui établissent bien l'existence de déplacements de population, de massacres systématiques de population, et ce qui est le trait caractéristique de la politique génocidaire, l'intervention d'un État, l'intervention des représentants d'un État pour mener à bien ces massacres de populations civiles, ces déplacements de populations civiles. C'est toute une série d'atrocités que, évidemment, je n'ai pas besoin de préciser ici. Donc, la science établit l'existence de faits criminels, l'existence de l'imputation de ces faits criminels à une politique conduite par un gouvernement, que je n'ai pas besoin de nommer non plus ici, et toutes ces preuves nous amènent à l'affirmation de l'existence d'un génocide, donc d'une politique délibérée de destruction d'une population sur des critères qui sont des critères ethniques et religieux. Donc l'historien que je suis, je parle en mon nom, n'a aucune difficulté à affirmer la volonté politique de l'État turc ottoman de l'époque, sa volonté de détruire les populations arméniennes et d'autres, malheureusement, présentes
au sein de ses frontières. Et ça, c'est un fait historique absolument incontestable, tout aussi incontestable que la volonté de l'État national-socialiste entre fin 1941 et 1945 de détruire une population sur des critères qui sont des critères ethniques et religieux. Donc, alors, on va revenir tout à l'heure sur ce qui vous dérange dans cette loi dite mémorielle. Oui. Et donc, à la Mardi-Rossian, on verra avec vous ce qui est appelé négationnisme dans le cadre du génocide arménien. Quelles sont les choses qui sont critiquables ou quelles sont les infractions supposées ? Alors effectivement, comme vient de l'expliquer mon collègue et ami Nicolas Varembourg, la notion de négationnisme n'a pas de définition juridique spécifique totalement précise. En revanche, celle de génocide en a une depuis les années 40. D'abord, on sait les linéaments en quelques mots, d'abord avec le juriste juif polonais Raphaël Lemkin, puis le tribunal de Nuremberg, puis la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. À travers ces différentes étapes, ce qu'est un génocide a été clairement défini. Donc ensuite, au fond, quel est le principal travail de l'historien, et éventuellement spécifiquement de l'historien du droit qui travaille sur ces questions? Au fond, c'est presque un travail expérimental assez laid mais indispensable de regarder si toutes les cases qui existent pour la définition de génocide sont remplies par rapport à un fait précis. Prenons par ici le cas du génocide des Arméniens. Est-ce que les différents éléments qui constituent un génocide sont satisfaits, au très mauvais sens du terme, par rapport aux faits qui se sont déroulés entre 1915 et 1923. Et ça, à partir d'un travail d'historien, un travail scientifique, universitaire, avec le maximum d'honnêteté intellectuelle. Et donc voilà, ensuite, une fois que ce travail est fait, au bout d'un temps, assez rapidement éventuellement, on voit si le crime commis par le gouvernement jeune turc dans l'Empire ottoman finissant contre les Arméniens et les autres chrétiens était un génocide ou pas. À ce stade, aujourd'hui, et même depuis assez longtemps, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les cases sont cochées. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est à partir de cela qu'on peut raisonner sur la suite et essayer de voir en quoi consiste le fait de ne pas vouloir, au fond, valider, accepter ce constat qui est difficilement contestable. Alors justement, une première question très importante. Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir valider ou le fait de refuser, réfuter, déformer une réalité? Le simple fait de dire « je ne sais pas », est-ce que c'est du négationnisme ou bien c'est le fait de dire le génocide n'a pas eu lieu, il y a eu à peine 150 000 Arméniens morts, il n'y a pas eu de déplacement, c'était pour les besoins de la guerre, c'était pas une volonté raciste ou autre. C'est quoi le négationnisme dans ce cas? Non, les deux réponses sont du négationnisme. Pour la simple et bonne raison que on peut, si on prend la peine de travailler sérieusement et longuement, parce qu'effectivement c'est pas une discussion de café du commerce comme c'est souvent le cas. Non, il faut regarder les faits et les confronter à la définition juridique. C'est ça. C'est pour ça que c'est un travail où les juristes ici sont particulièrement précieux. Je ne prêche pas pour notre paroisse, mais c'est une réalité ici. Il faut regarder et à partir de là, on voit clairement si par rapport à... Parce que le génocide n'est pas un crime comme les autres. Alors, tous les crimes sont spécifiques, mais celui-ci est tout à fait particulier. Sa définition, comme je l'ai dit il y a un instant, émerge dans les années 40 du XXe siècle. Et ensuite, c'est pour ça que sur le principe, c'est très simple en réalité. Et dans les faits, en pratique, c'est très compliqué. Mais le principe est simple. Il y a une liste de critères. Est-ce que ces critères sont remplis par rapport aux faits questionnés? Et c'est tout. Ensuite, rien n'empêche évidemment, une fois que le principe même du fait génocidaire est établi, de continuer à l'infini les recherches. Combien de morts? 1 500 000, 1 320 000, 1 600 000. Pardon, là est le problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a des historiens, et il y en a eu professeurs qui disaient à l'époque, et qui disent peut-être encore aujourd'hui, que, attendez, l'État ottoman n'est pas responsable parce que c'est une organisation à l'intérieur de l'État qui a fait cela. Donc moi, en tant qu'historien, je dis c'est pas un génocide parce que c'est un groupe de gens qui ont commis un génocide à l'égard d'une minorité, mais l'État ottoman n'en est pas responsable. Est-ce que le chercheur
Bon, je pense qu'on est clair sur cette question-là. Je veux dire, quand on avance des thèses comme ça, parce que depuis le professeur d'Adrien, il y a eu les contre-thèses. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Plus personne n'ose en parler parce que c'est ridicule. Mais le fait de l'évoquer, est-ce que c'est ça qui fait peur aux historiens en termes de liberté de recherche et d'expression? Alors, il faut comprendre que nous évoluons dans un univers de mots, dans un univers de notions, et que l'enjeu aussi pour l'universitaire, c'est de jouer avec ces mots, de jouer avec ces notions. La question de savoir quel est le rapport entre effectivement cette petite secte des jeunes Turcs et l'État ottoman à la fin de son existence historique, c'est une thèse qui peut être discutée, qui peut être longuement l'objet de gloses par des spécialistes réels ou supposés. C'est une discussion qui peut avoir lieu et à la limite qui doit même avoir lieu, parce que ces discussions, quand on va au bout d'une objection... Excusez-moi, moi je dirais, en tant qu'Arménien, oui. Mais pourquoi pas? Oui, Nous, oui. on a besoin qu'elle ait lieu, cette discussion. Bien sûr. On a besoin qu'il y ait des échanges, des détails, parce que l'histoire du génocide arménien n'est pas achevée, n'est pas étudiée complètement. Donc on a besoin de ça. Puis on peut tirer aussi très loin les ramifications. Enfin, c'est d'où viennent les jeunes Turcs, où ont-ils été formés, à quelle école intellectuelle appartiennent-ils, à quelle mouvance se rattachent-ils. Ce sont des questions qu'on peut poser, qu'on peut aussi chercher à éclairer. Hein. Donc, je crois que je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer et choquer ceux qui nous écoutent, mais que parfois l'objection et même la négation peuvent être des stimulants intellectuels par la réprobation que ces affirmations suscitent dans le monde universitaire, j'entends. Je distingue ici la question qui est la question politique de la question intellectuelle. Au fond, quand un certain nombre je vais utiliser des termes assez neutres, pseudo-intellectuels se sont mis à nier l'existence du fait génocidaire commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment de sidération. Au fond, on ne pouvait quasiment plus écrire sur ces questions-là, parce que, au fond, le terrain était miné. Et puis, des historiens, souvent israéliens, se sont à nouveau attelés à la tâche et ont fait un travail tout à fait extraordinaire sur ces faits. Et donc je crois qu'il faut pas jouer le jeu des négationnistes ou des révisionnistes, au fond, en mettant une chape de plomb d'ordre juridique sur ces questions-là. Ce sont des faits historiques. Nous n'avons absolument aucune difficulté à les aborder, à les regarder en face. Et qu'est-ce qui fait peur alors aux chercheurs que vous êtes, aux professeurs de droit, d'histoire de droit? Qu'est-ce qui peut être un risque pour vous? Juridiquement et moralement. Pour moi, aujourd'hui, aucun. Pour d'autres collègues, on va dire, qui se penchent sur la question. Pour d'autres collègues, non, je crois que la solution reste toujours la liberté, la liberté académique, la présomption de bonne foi aussi. Je pense qu'il faut admettre, même devant des personnes à qui on a toutes les raisons d'imputer la pire des mauvaises foi, continuer à prétendre qu'ils sont de bonne foi, à entrer dans leur logique pour démonter de l'intérieur la logique perverse qui est la leur. Alors justement, professeur Marder-Rossian, oui. En quoi cette loi pourrait porter atteinte à la liberté de travail, d'expression, à cette liberté dont ont besoin vos collègues pour aller plus loin dans ces études et dans leur expression? C'est très important de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils ont envie de dire. Alors je suis le premier, ou tout autant que Nicolas, attaché à la liberté d'expression et à la liberté du travail de l'universitaire.
Et j'ai même, moi, pour ma part, tendance à en user, voire en abuser, j'espère au bon sens du terme. C'est-à-dire que, ouais, voilà. C'est-à-dire que je ne pourrais absolument pas tolérer une seule seconde que l'on entrave mes travaux et ma liberté d'expression au nom de je ne sais quelle raison. Ceci étant dit, dans le cas du génocide, et plus spécifiquement du génocide des Arméniens, de mon point de vue, il ne s'agit absolument pas d'un problème de liberté et de liberté du travail de l'historien. Pour la simple et bonne raison que l'histoire a ceci à la fois de simple et de très compliqué, c'est que c'est une science humaine, donc ce n'est pas une science exacte, mais c'est une science qui qui est régie par des règles de travail assez spécifiques. Et c'est notamment celui des sources, c'est-à-dire c'est ce théorème pas de source, pas d'histoire. C'est à partir des sources que les historiens peuvent déterminer la réalité de tel ou tel fait historique. Sources littéraires, archéologiques, comme tu le disais, épigraphiques et autres. Et donc, quel que soit le thème, que ce soit un génocide ou n'importe quoi, sur l'armée au XIVe siècle ou sur la gastronomie au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est cette même méthode. Et cette méthode sous-entend également, de la part de l'historien, une éthique, un travail qui doit se faire dans une honnêteté intellectuelle et une objectivité la plus grande possible. Or, ici, dans le cadre du génocide des Arméniens, le problème de ceux qui le nient ouvertement, c'est qu'ils ne se placent plus du tout sur le terrain historique, mais sur un champ totalement politique. Le but, que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, de ceux qui nient le génocide des Arméniens, qui est aujourd'hui, hélas, vraiment, moi je préférais que ces négationnistes aient raison, mais qui est un fait historique incontestable, malheureusement, et c'est la preuve de l'existence du génocide des Arméniens n'est plus à faire. Donc ceux qui nient ce génocide, ce n'est pas ceux qui le nient ouvertement. Ce n'est pas au nom d'un travail historique, c'est pour des motivations de différents ordres, qu'ils soient politiques, religieux ou autres. À partir de là, c'est ça, le clivage doit être fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à un travail ou à une approche d'un historien professionnel, mais à autre chose. Et le deuxième point, c'est que cette autre chose, en plus, n'est pas, comme c'est par exemple le cas dans le génocide des Juifs, la négation de quelques pseudo-universitaires, moi j'appellerais ça exactement des salopards, qui sont en réalité à la marge des marginaux, des types comme Forisson ou d'autres, je ne sais pas citer. Oui. Dans le cadre du génocide des Arméniens, c'est tout autre chose. Ici, c'est un État, avec toute sa puissance qui est à la manœuvre, et mieux ou pire, c'est l'État continuateur de l'État qui a commis le génocide au début du XXe siècle. Or, on le sait tous, du moins les juristes savent, en droit international, il y a le principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire que l'État, la République turque qui prend la suite de l'Empire ottoman, est la continuation parfaite de cet Empire ottoman. Et à la rigueur, cette continuation n'était pas en soi rédhibitoire, puisque l'État turc aurait pu dire « oui, c'est vrai, l'État qui nous a précédés a commis ce crime inouï, et donc nous le reconnaissons. » Regardez, je prends toujours cet exemple, mais je vais le redonner. Que dirait-on aujourd'hui si l'Allemagne disait le génocide des Juifs n'a jamais existé, nous n'avons, jamais massacré les Juifs. Au contraire, ce sont les Juifs qui nous ont massacrés, mais vu que c'était la guerre, il y a eu des atrocités des deux côtés. Et puis, pour bien marquer le coup, nous allons ériger sur les hauteurs de Berlin un beau mausolée à la gloire d'Adolf Hitler. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'État turc. Voilà ce qu'il est depuis son commencement, et même de manière de plus en plus marquée et aussi vicieuse avec son Premier ministre actuel qui, en réalité, rêve peut-être... Vous parlez de continuité. Le département d'État américain, il y a quelques jours, a sorti une liste de pays, d'États potentiellement capables à commettre un nouveau génocide. Et la Turquie figure dans le top 10 de ces États dans le monde. Donc en quelque sorte, l'impunité dont a bénéficié la Turquie fait qu'aujourd'hui, on peut recommencer. Je partage très, 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 très rarement les positions du département d'État américain, mais là, pour une fois, je ne peux qu'être d'accord. Alors justement, moi, j'ai envie qu'on prenne des exemples. Puisqu'on est en train de parler d'abord avec des gens du monde académique, de la recherche, et il est important de comprendre les craintes de vos collègues, puisque vous dites, le problème ne vous touche pas personnellement.
Qu'est-ce qui peut faire peur? Est-ce que moi, en tant qu'historien, si je dis un jour, écoutez, le sujet pour moi, c'est pas de prouver ou ne pas prouver l'existence du génocide arménien, mais de dire, par exemple, que j'ai trouvé dans mes recherches que c'est pas le triumvirat bien connu, Talat, Enver, Djemal, mais c'est Aydin Shakir qui est un peu plus responsable. Est-ce que ça pose un problème pour ceux qui croyaient jusqu'à maintenant que c'est les trois autres qui étaient les plus responsables? Et c'est ça le problème? Non, je ne crois pas que ce soit là le problème. D'abord, mais parlons avec des exemples pour comprendre. C'est quoi le problème de l'historien? Alors, il y a d'abord un problème qui est d'ordre symbolique. Le principe doit rester celui de la liberté. Vous imaginez bien que j'ai assez peu de sympathie pour ces truands qui agissent plus ou moins en bande organisée et qui ont entrepris depuis quelques décennies de nier en France et en Europe le fait génocidaire qu'a constitué la destruction des Juifs d'Europe. Bon. Il se trouve qu'il y a 2 ou 3 ans, quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, après des faits commis en récidive, a passé presque une année en détention pour des faits de négation du crime du crime contre l'humanité qui a consisté justement un verdict qui vient de tomber. Non, il y a 2 ou 3 ans. D'accord. C'est assez ancien. Je veux dire que j'ai, à titre personnel, quelques difficultés à admettre que en France, quelles que soient les affirmations de ce personnage, quelle que soit l'abjection que je reconnais aux affirmations de ce personnage, pour des faits qui consistent à dire quelque chose, on puisse, pour une opinion, quelque erronée qu'elle soit, se retrouver en prison. À titre personnel, ça me pose une difficulté. Et encore une fois, je ne suis pas là pour justifier ces affirmations, mais se retrouver en prison pour une opinion, ça me pose un problème. Est-ce que le fait que cette opinion déclarée, manifestée, annoncée, et ses conséquences peuvent être un élément de justement juridique pour dire c'est punissable? Alors, la portée de l'opinion. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait l'objection, mais nous avons déjà dans notre arsenal répressif toute une série d'incriminations qui permettent justement de poursuivre des personnages, ce genre de personnages qui entreprennent de jeter le discrédit sur une partie de la population française ou qui, par des propos, cherchent à provoquer la violence contre des personnes. Là, c'est quelque chose de très concret. On sort simplement de l'énoncé d'une opinion, qu'elle soit fausse ou exacte. Ici, la question ne nous intéresse pas. C'est le problème moral qui se pose à moi. Est-ce que affirmer quelque chose de faux, à mon sens de faux, et j'ai quelques motifs pour le dire et quelques arguments pour le prouver, est-ce que dire quelque chose de faux peut vous traîner en prison? Alors, à titre d'exemple, si on fait l'apologie de la pédophilie, oui, et à la télé, on parle de ce fait, je ne dirais pas de crime, oui, soyons neutres, de ce fait, d'une manière élogieuse, belle, incitante, et on se dit, pourquoi pas, c'est son opinion. Alors, d'abord, ça existait il n'y a pas encore si longtemps. On peut encore trouver dans quelques journaux extrêmement bien pensants, sous la plume de personnages qui ont fait une très belle carrière politique depuis, ce genre de choses. Mais vous voyez bien vous voyez bien la nuance, c'est que ici c'est qu'une opinion. Oui. Vous favorisez directement la commission d'un crime à venir.
ce qui évidemment peut nous raccrocher à ce problème de l'évolution actuelle de l'État turc. C'est que, mais on peut, c'est à mon avis la distinction, la nuance qui existe entre Aram et moi, c'est que je n'ai aucun problème pour dire au plan international que la France n'a absolument pas à favoriser des États négationnistes. C'est-à-dire que dans les rapports diplomatiques, qui peuvent être aussi des rapports d'amitié avec d'autres États et avec d'autres peuples, on puisse poser comme exigence minimale que cet État d'abord évite d'occuper un État qui appartient à l'Union européenne et qui, par ailleurs, cesse quand même de nier un fait historique qui nuit gravement à ces relations diplomatiques avec un État avec lesquels nous avons des relations d'amitié depuis quand même un certain nombre de siècles. Ça, c'est le volet, siècles. on va dire, diplomatique. C'est le volet diplomatique. Mais moi, je n'ai toujours pas compris. Alors, je n'ai pas compris en quoi cette loi qui pénaliserait la négation du génocide arménien porterait atteinte à la liberté d'expression et surtout la liberté de travailler librement, faire des recherches librement, et les produire et les publier. Voilà. Où est le problème ? Alors, le problème viendrait aussi de l'autocensure. Je prenais l'exemple tout à l'heure, on peut entrer dans les détails, c'est toujours très, très pénible d'en parler, mais la question, par exemple, de l'ouverture du premier crématoire ou de la première chambre à gaz, si l'on parle du génocide des Juifs d'Europe, ça a été un problème justement d'aborder cette question à partir du moment où planait au-dessus de vous l'existence d'une vérité légale à laquelle on touchait. Et ça a ralenti beaucoup les études pendant un certain nombre d'années parce que justement il y avait une espèce de paralysie, de crainte d'enfreindre une qui est passée, vous voulez dire, qui fort heureusement donc ça veut dire que cette nouvelle loi pénalisant le génocide arménien va faire peur pendant 6 mois à certains chercheurs. Oui. Et dès qu'il y en a 2 qui feront leurs travaux, tout le monde comprendra qu'il n'y a pas vraiment problème. Au contraire, les Arméniens sont demandeurs que les chercheurs français se penchent sur cette question. Alain Mardy-Rossian, donc sur ce volet-là, parce qu'il faut qu'on aille dans les détails de l'affaire. Là, effectivement, on est au cœur du problème. Moi, je pense que une loi qui pénaliserait le négationnisme du génocide des Arméniens, en aucun cas ne pénaliserait, c'est le cas de le dire, ou n'entraverait le chercheur, tout simplement, qui travaille de manière éthique et honnête. Pourquoi ? Une loi qui irait dans ce sens, d'après moi, aurait uniquement pour but d'écarter ceux qui manipulent l'histoire, ceux qui l'utilisent à des fins purement politiques ou pour favoriser telle ou telle thèse qui n'est en rien liée à la réalité historique. En réalité, quand on dit que avec une telle loi, le législateur va faire l'histoire, c'est tout à fait faux. Le législateur simplement protège le travail de l'historien professionnel des manipulations extérieures de gens dont le but n'est pas de faire de l'histoire. C'est en réalité le cadre, c'est un cadre général que poserait cette loi. Là-dedans, les historiens doivent continuer à travailler en toute liberté. La seule limite, parce que la limite c'est de ne pas refuser le fait avéré par rapport à la définition juridique du génocide que les événements sur lesquels il travaille constituent, hélas, une fois encore, un génocide par rapport au principe. Ensuite, là-dedans, le travail doit être infini. Regardez, je vais vous donner un exemple très concret. Chez les Arméniens, il y a ce chiffre mythique d'1,5 million de morts. Enfin, mythique au sens où c'est devenu presque un chiffre symbolique et officiel. En réalité, on ne sait pas le nombre précis de morts. Peut-être que c'est 1 570 000, voire 1 600 000, peut-être que c'est 1 380 000. Par rapport à ça, les historiens professionnels, et c'est un travail terrible, fastidieux, doivent continuer à travailler pour, par exemple, affiner ce chiffre. Vous voyez ? Il y a même des historiens arméniens qui donnent des chiffres plus bas que 1 500 000 et ça pose pas de problème. Et peut-être qu'ils pourrait poser de problème s'il y a une différence énorme. Mais oui, mais justement là, la réalité, les sources
une fois de plus, montreront que la différence ne peut pas être énorme. C'est pas 300 000 morts. On est sur des ratios qui sont réels, hein. C'est peut-être 100, 200 000 en moins, 100 ou 200 000 en plus. C'est pas 1 million en moins. Première chose. Pareil, tout à l'heure, vous preniez l'exemple du triumvirat et puis des sous-fifres. Peut-être que Baïdine Shakir ou le docteur Nazim ou d'autres ont été encore plus portés à cela que les 3 de tête. Et probablement aussi que dans les 3 de tête, Talat, Jemal et Enver, probablement que Talat était le plus, peut-être, hein, le plus violemment porté à cela et que Jemal l'était un tout petit peu moins. Mais peu importe. Il y a aussi un système étatique qui était en place et même si l'un était moins que l'autre, c'est l'État qui était engagé. Et là aussi, le travail historique n'empêchera jamais d'affiner. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le politique et l'historique. Voilà. Et une loi... Mais cet argument existe, c'est-à-dire que laisser aux historiens de faire leur travail, c'est mais un bien argument sûr, qui marche mais très bien bien, mais je qui suis est véhiculé par les Turcs. Mais je suis pour. Oui, mais sauf que l'historien a une limite, c'est qu'à un moment, si par rapport... Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel travail historique, on parle par rapport à un génocide. À partir du moment où il existe un consensus quasi total de tous les historiens... Mais les politiques ne font pas une loi, par exemple, de reconnaissance du génocide arménien, parce qu'un jour, ils ont été sous pression de la communauté arménienne de France. C'est parce qu'il y a des historiens qui ont prouvé l'existence de ce génocide, qui peuvent se permettre... Mais ça, c'est ceux qui sont aussi là, cette loi, qui vont prendre cet argument fallacieux de dire, ah, c'est électoraliste, ah, c'est si. Non. Là, vraiment, ça, j'insiste là-dessus. Cet argument qui dit, ce n'est pas au législateur de fixer l'histoire, est un argument nul et non avenu dans ce cas, parce que le but du législateur n'est pas en train de nous dire, il y a eu tant de morts, et puis ça, c'est comme ci, et puis c'est comme ça. Il dit simplement que, par rapport à la définition juridique de ce qu'est un génocide, et étant donné l'état de la recherche actuelle par rapport aux événements qui ont concerné les Arméniens en Turquie entre 1915 et 1923, il a été clairement démontré que c'est un fait qui constitue un génocide. À partir de là, si d'éventuels historiens ou pseudo-historiens veulent prendre ceci complètement à revers et dire non, il n'y a pas de génocide ou ce n'est pas un génocide, à partir de cet instant-là, leur but n'est plus de faire un travail historique de recherche, mais une manipulation de l'histoire. Alors justement, professeur Warembourg, est-ce que si, par exemple, un député n'est pas chimiste, peut-il voter une loi contre l'utilisation des pesticides, par exemple? Le Parlement peut tout faire. Churchill disait qu'il pouvait... Voilà, le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme, mais le Parlement français a pu le faire désormais. Donc, ça n'est pas... Je crois que fondamentalement, et ça me met parfaitement en consonance avec ce que vient de dire Aram, c'est que ça reste d'abord, et à mon avis, ça ne devrait rester qu'une question qui est une question purement politique. C'est-à-dire que la France, la République française en tant qu'État a le droit d'affirmer que des faits se sont produits et que la négation de ces faits nuise très gravement, altère très gravement ses relations avec un autre État, surtout si cet État frappe à la porte de l'Union européenne. Pourquoi surtout ? Parce que indépendamment, indépendamment, mais à plus forte raison. Oui. À plus forte raison quand on prétend à entretenir des rapports d'amitié avec les États européens. Alors je vais vraiment enfoncer le clou. J'ai davantage encore de difficultés personnelles à admettre l'élargissement, parce que je suis absolument opposé à toutes les lois mémorielles et à toutes les lois qui consistent à incriminer telle ou telle opinion, la formulation de telle ou telle opinion historique, fût-elle erronée. Et ça concerne évidemment, puisque chronologiquement ça intéresse d'abord ce fait génocidaire-là, la négation de l'existence du génocide juif d'Europe. Donc pour moi la question est une question de pur principe, c'est-à-dire que la liberté doit rester un principe. Et j'ai envie de dire que ça doit être d'autant plus le principe aujourd'hui
que nous vivons dans une époque atrocement cauteleuse où finalement on s'envoie toujours à la figure l'existence d'un délit, l'existence d'un délit de presse, une diffamation, une injure, pour des propos qui sont parfois des propos très neutres. Moi, je suis pour un débat public extrêmement musclé. Je suis pour que l'on dise à tel ou tel personnage qu'il est un personnage peu fréquentable. J'utilise des termes assez neutres ici, mais on peut mettre des étiquettes beaucoup plus. Vous savez, beaucoup on est plus pour la liberté d'opinion et d'expression. Vous dites ce que vous voulez. Oui, clairement que tel personnage qui nierait publiquement le fait du génocide arménien est une ordure, un salaud, ou tout ce que vous voudrez. Et ça ne me pose absolument aucun problème. Et je pense que ce personnage-là se déshonorerait beaucoup en me poursuivant en justice pour un jeu public. Et à la limite, allons en justice et tranchons le problème devant le juge. Et je n'aurais absolument aucune difficulté à montrer que, en se comportant de telle ou telle façon, ce personnage a mérité. Mais là, vous mettez le doigt vraiment sur le point central. Oui. C'est-à-dire que c'est devant la justice française qu'on a problème, nous, les Arméniens de France. C'est-à-dire que on sait que c'est mal ce qui a été dit. L'opinion publique est favorable, très probablement, aux thèses des Arméniens, c'est-à-dire on peut pas dire ce genre de saloperie. Mais le droit français ne donne pas forcément raison. Et en tout cas pas automatiquement raison. Il n'y a pas de clarté. Et le citoyen d'origine arménienne n'est pas protégé dans sa dignité et dans la mémoire des victimes du génocide, donc de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, etc. Je pense que je suis juriste, je suis professeur de droit, mais je pense que le fait social est beaucoup plus puissant que le juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la société française, je crois qu'on peut être assez détendu. Il y a absolument, à part quelques hurluberlus, quelques personnages ou quelques crétins peuvent nier. Alors, ils sont peut-être de plus en plus nombreux. C'est peut-être ça le problème. Même s'il y en a un seul, même si on va faire une loi pour le principe d'avoir une loi interdisant ce que vous avez appelé tout à l'heure que les choses ordurières se prolifèrent, il faut une loi. Ça commence par 1, ça devient 10, et puis... Encore une fois, pour moi, la liberté... Et même malheureusement la liberté qui accouche d'une bêtise doit rester le principe. Et encore une fois, si je défends la liberté d'expression, je la défends absolument pour tous. Et donc la possibilité pour chacun de répliquer avec la même dureté et même éventuellement avec la même violence, dans les limites évidemment de ce qui est permis par la loi, à ce genre de comportement. Si on fait un petit crochet par l'actualité, on parle en ce moment d'une réforme du décret-loi Laval, enfin de dispositions qui encadrent l'exercice du droit de manifestation. Moi, je suis très très opposé à ce genre de choses. Je pense que on a le droit de manifester librement en France, sans avoir de se joindre à une manifestation, sans avoir à vérifier auparavant si la préfecture de police n'a pas interdit la manifestation, parce qu'encore une fois le principe c'est la liberté. On a le droit de dire face au chef de l'État en France qu'on exige sa démission, parce que c'est une liberté démocratique, et parce que je pense que par cette confrontation qui admet l'existence d'une violence, qui admet l'existence de tensions dans la société française, on est beaucoup plus efficace que en allant devant le juge, parce que c'est peut-être parce que j'ai été élève magistrat, assez spontanément, je ne donne pas une confiance totale, absolue aux magistrats. Voilà pour régler ce genre de questions. Professeur Mardi-Rossian, il est vrai qu'il y a des enfants d'origine turque dans des lycées, dans des collèges, qui s'expriment contre l'existence du génocide arménien, et on pourrait le comprendre. C'est-à-dire que quand on est dans une famille fermée elle-même, peut-être que
ne connaissant pas l'histoire. C'est par inculture que se propagent dans cette famille les histoires que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs et pas l'inverse, etc. Et finalement, cet enfant ou cet adolescent va dire sa vérité. Alors, c'est pas très grave à la rigueur si on pense pas à la suite et à la prolifération et que l'avenir de cet enfant dans son esprit négationniste par rapport à une vérité qu'il ne connaît peut-être pas. Mais il y a pire. Je ne défends pas cette première thèse, bien entendu, mais je dis il y a pire. C'est l'État turc qui véhicule une politique négationniste en dehors de son territoire et en France. On a vu Erdogan en France. Et on a vu des organisations turques en France. L'action de l'ambassade, donc c'est l'État en France. Donc là, c'est plus grave et ça se passe sur le territoire français. Donc d'où la nécessité d'une loi en France. Je ne crois pas, mais oui. Vas-y. Terminé. C'est-à-dire que, à mon sens, vous illustrez bien la nécessité pour l'État de se saisir de ses responsabilités. C'est que on est là face à une décision qui est une décision politique, qui peut consister à rappeler d'abord à l'État turc que la France est un État souverain, qu'il y a peut-être une diaspora turque en France, mais que ses ressortissants étrangers sont soumis à la loi française et que un citoyen français, c'est pas un ancien turc et que il a les mêmes droits et donc les mêmes devoirs que tous les autres citoyens français. Mais il est peut-être pas citoyen français. Et s'il n'est pas citoyen français, il est a fortiori soumis à des obligations qui sont encore plus lourdes que celles du citoyen, puisqu'il est étranger et que il est soumis à la police française des étrangers. Donc, il appartient à l'État de signifier de façon extrêmement claire, extrêmement ferme, à toute forme d'association, à des réseaux d'éducation qui sont en lien avec des puissances étrangères, quelle est la position politique de la France. Et il existe une police des étrangers. Il existe aussi une réglementation qui s'applique aux associations, au but des associations. Il y a une possibilité pour l'État, si l'État le veut, de dissoudre certaines associations qui ont des objets qui sont des objets illicites. Et je crois beaucoup plus à cette exemplarité, parce que c'est très facile pour l'État. L'État pourra très bien faire voter une loi qui va incriminer les faits de négationnisme. Ça existe déjà, et on a bien vu, il y a encore quelques jours encore, que ça n'empêche pas des hurluberlus de tenir dans le métro parisien des propos qui sont des propos négationnistes. Je crois beaucoup plus à la fermeté de l'État dans ses rapports avec un autre État et dans ses rapports avec des ressortissants présents sur son territoire, à des manifestations d'autorité qui sont beaucoup plus fortes, mais c'est plus sournois que ça. Je sais bien. On peut fermer une association et tous les membres de l'association vont ouvrir une autre. Donc ça ne change rien au problème. Vous savez que l'exercice par l'État de la police administrative est beaucoup moins contraignante que l'exercice de la police judiciaire et que des poursuites judiciaires. Moi, je crois beaucoup plus à ces manifestations de fermeté qui sont symboliquement beaucoup plus marquantes qu'un procès qui va durer des années, qui va permettre, le cas échéant, de monter tout ça en épingle, en provoquant. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut. Vous savez, il y a eu des manifestations d'associations turques il y a un an ou 2 ans, à Dreux ou ailleurs. Bien sûr. Et donc, finalement, il a fallu l'intervention d'organisations arméniennes pour empêcher l'expression négationniste sur le territoire français. Donc, moi, je dis, c'est pas aux Arméniens de protéger les Arméniens. Bien sûr que c'est à l'État français, à la préfecture, d'interdire d'avance. Bien sûr, mais c'est le rôle de la préfecture. À quelques kilomètres d'ici, il y a des manifestations sur la voie publique à Paris. Si la préfecture veut vraiment quelque chose, la préfecture de police peut quelque chose. Donc c'est une question d'autorité de l'État. Donc le rôle de l'État turc et comment empêcher l'interventionnisme turc en France. Alors d'abord, je reviens encore, je l'ai déjà dit, mais on parle ici, notre sujet, c'est le crime de génocide. Vraiment, j'insiste, est quelque chose de particulier. Certains évoquent le crime des crimes, c'est-à-dire que c'est vraiment
sur le panel des horreurs et du crime, peut-être ce qu'il y a de pire, puisque c'est la volonté d'anéantissement total. Je vais pas redonner la définition. Donc c'est la première chose. À partir de là, malheureusement aussi, l'une des spécificités, c'est pas une spécificité exclusive, mais une spécificité largement marquée du génocide des Arméniens, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'État continuateur de celui qui l'a commis est à la manœuvre et qu'il le nie de manière farouche depuis quasiment un siècle. Voilà. Donc cet État, non seulement il le nie, mais je vais rappeler 2-3 choses. Il y a une dizaine d'années, il était alors à l'époque, je crois, ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül avait dit, là où les Arméniens mettront 1 pour tenter de faire reconnaître le génocide, nous mettrons 100 ou 1000, je sais plus, pour le faire nier. C'est-à-dire, on le voit bien, nous avons ici à la manœuvre un État très puissant qui, partout dans le monde, essaye, sur ce thème qui est fondamental pour lui, d'intervenir politiquement. Et un mot, je reviens en arrière, je veux pas être trop long, mais pourquoi cet État, d'ailleurs, nie le génocide qui a été commis? Parce qu'en réalité, le génocide des Arméniens, c'est en quelque sorte le fond baptismal de la République de Turquie. Parce que ce génocide, il est polymorphe. D'abord, évidemment, c'est l'élimination des hommes, des femmes, 1,5 million, un peu plus, un peu moins, plus le départ des rescapés, plus l'assimilation, ou plutôt l'islamisation et la disparition de quelques centaines de milliers d'Arméniens. Qui d'ailleurs, ça c'est un autre problème qui ressort aujourd'hui. Bon. Donc, l'élimination des gens. Mais ensuite, c'est aussi l'appropriation des biens de ces gens. Une bonne partie des richesses des victimes a servi à cet État turc exsangue au sortir de la Première Guerre mondiale. Je le rappelle, la Turquie fait partie des puissances vaincues. Cette manne récupérée a permis aussi largement à la Turquie dite moderne de prospérer. Et puis c'est le territoire, évidemment. Moi, je suis désolé, pour ce qui est de certaines provinces, je ne parle pas de Turquie, je parle d'Arménie occupée, moi. Et je suis professeur de droit, donc je sais très bien ce que signifient les termes. Pour moi, Kars, Ardahan, Erzurum, c'est, juridiquement, mais de mon point de vue à titre personnel, c'est l'Arménie occupée. Donc tout ceci fait que la Turquie, évidemment, si elle reconnaissait le génocide des Arméniens, s'exposerait à éventuellement devoir le réparer, comme l'a fait l'Allemagne avec le génocide des Juifs. Donc je ne justifie pas, mais j'explique au fond pourquoi la Turquie s'enfonce plus que jamais dans cette politique terrible. Ensuite, donc, elle met tous ses moyens. Elle finance des chairs, elle corrompt des gens, elle a ses agents, et à partir de là, arrive donc elle crée des instituts Bosphore. Elle crée des instituts du Bosphore, oui, dans lesquels des hommes politiques français de premier plan, qui n'ont que les mots démocratie, morale, valeurs républicaines à la bouche matin, midi et soir, mais qui, quand il s'agit de leurs petites affaires, sont tout l'inverse de cela. Je n'en citerai aucun pour pas m'exposer à des procès, mais on sait ce qu'ils sont. Mais voilà. Donc, ce sont des gens qui, voilà. Ensuite, donc, cet État turc met donc des moyens colossaux au service de sa politique négationniste. Par rapport à la France, moi, là aussi, je m'en cache pas, contrairement à beaucoup d'autres, j'essaie de ne pas être trop hypocrite, je suis souverainiste. Je suis très viscéralement attaché à la souveraineté de mon pays, de la France, et donc je supporte d'autant moins qu'un État génocidaire, négationniste, un État qui, je le rappelle, occupe militairement de manière inqualifiable la moitié du territoire d'un des États membres de l'Union européenne. Là aussi, je réouvre une parenthèse. Je parle de Chypre, bien sûr, depuis 1974. Cette occupation, qui est une agression militaire avec des massacres qui ont été commis, n'a aucunement empêché l'Union européenne d'accepter d'ouvrir des négociations, de faire de la Turquie un candidat et d'ouvrir des négociations, de financer avec des millions d'euros par an la candidature de la Turquie. Mais imaginez un instant, vous avez un État qui occupe militairement la moitié du territoire d'un État membre d'une union dans laquelle elle veut rentrer et qui, par ailleurs, ne reconnaît même pas l'existence de cet État. Même un enfant de 5 ans dirait mais c'est pas possible. Vous voulez rentrer dans une famille, vous molestez, vous agressez l'un de ses membres et vous dites je vais rentrer. Bon. On voit bien que là, pourquoi je dis ça? Parce que la négation et au fond la passivité relative des États membres de l'Union européenne par rapport à la Turquie s'explique aussi au regard d'autres éléments. On voit bien qu'ici c'est une dimension politique. La Turquie représente une puissance importante. Et à ce titre-là, elle se permet des choses. Et en face, les États européens, et notamment la France, mais pas que, sont depuis des décennies d'une timidité, pour ne pas employer des mots beaucoup plus lourds, qui laissent rêveur. Donc à partir de là, on le voit bien que moi, comme je vous le disais, en tant que personne, en tant qu'universitaire particulièrement, particulièrement attaché à la souveraineté de mon pays,
Je ne peux tolérer un seul instant que cet État criminel tente d'influencer la politique française, hein. Et on l'a vu, vous l'avez dit, Vartan, Erdogan est venu, je crois que c'était en 2010, au Zénith de la Villette, et devant 5-6 000 personnes avec des drapeaux turcs, et complètement hystérique, a tenu des propos inqualifiables, où, en gros, je résume, mais il s'agissait, au fond, quasiment de turquifier la France. Bon, on voit bien que là, la négation du génocide des Arméniens n'est qu'une brique dans un édifice plus large qui est monstrueux et effrayant. À partir de là, je ne pourrais comprendre que le gouvernement français, le gouvernement de mon pays, moi, français d'origine arménienne, n'agisse pas non seulement d'abord pour défendre sa souveraineté, de quel droit la Turquie va dire ce que doit faire ou pas le législateur français. Et ensuite, là aussi on l'a pas encore abordé, mais moi, bon, malheureusement, je suis quelqu'un plutôt globalement pessimiste et cynique, mais aussi très combatif. Et donc, le droit international, ce genre de choses, je n'y crois pas beaucoup. C'est d'abord des rapports de force. Alors, bon. Mais ces rapports de force sous-entendent justement que la France arrive à s'imposer, à imposer à la Turquie son point de vue, et elle en a largement les moyens si elle s'en donne la peine. Et malgré tout, si cette notion de justice un peu générale, voire éthérée, devait exister, il n'est que justice de reconnaître un fait historique avéré et qui est un crime absolu pour la mémoire des victimes, pour l'honneur, j'allais dire, de leurs descendants, qui ont fui il y a près d'un siècle ou un peu moins leur terre d'origine pour venir trouver refuge, et de manière heureuse, dans ce pays, et qui aujourd'hui au fond se voient quelque part rattrapés par une histoire, et notamment parce qu'effectivement il y a de plus en plus de Français d'origine turque ou de Turcs étrangers qui vivent en France, et au fond qui exportent, certains par ignorance, d'autres par malhonnêteté pure, la politique négationniste de leur pays en France. Donc on voit bien que c'est loin d'être qu'une question de droit. La question de droit, au fond, c'est simplement la définition du génocide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le reste, c'est un problème politique. À un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Alors justement, il y a aussi le problème auquel on a fait face, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot, hein, dans tous les arbitrages. Finalement, c'est lui qui tranche. Mais à deux reprises, et surtout la dernière fois, donc dans le cadre de la loi, non, plus tard, citoyenneté. En 2016. Voilà, j'ai oublié le titre de la loi. Je vais la loi égalité et citoyenneté. Donc, le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi n'a pas lieu d'être parce qu'elle n'est pas, elle est pas nécessaire, voilà le terme. Elle est pas nécessaire. Et si elle est pas nécessaire, c'est qu'il doit y avoir d'autres lois qui protègent ou qui font face à des expressions négationnistes. Mais en l'absence de loi claire et franche, en quoi cette loi elle est pas nécessaire ? Alors, c'est une exigence qui est posée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est que la loi pénale ne doit se préoccuper d'incriminer que des faits qui nuisent gravement à la société. Et vous le dites bien, de toute évidence, dans une démarche qui est cette fois, parce qu'on peut critiquer, on a le droit de critiquer les décisions de justice, y compris les décisions de justice des décisions du Conseil constitutionnel. Nous sommes bien placés pour ça. C'est même notre métier. On remarque qu'il y a des gens comme un certain monsieur Hubert, membre du Conseil constitutionnel, qui à la veille de ce vote au sein du Conseil constitutionnel échange avec par mail, et c'est prouvé. On a trouvé des traces par Google. Il échange avec le patron du MEDEF turc en disant que nous allons voter pour, ne t'inquiète pas, etc. Donc et ces gens-là ont prêté serment pour rester indépendants, et on voit la preuve du contraire. Malheureusement, les magistrats, les magistrats se laissent parfois envahir par leur passion. J'en dirais pas davantage, mais là aussi on est devant le risque. Je peux en dire davantage. Vous appelez ça passion. Il y a des passions. Il y a des passions de l'argent, hein, il y a un certain nombre de passions. Mais je dois dire que je ne suis pas de ceux qui ont une grande estime d'abord pour l'institution du Conseil constitutionnel, et qui n'ont pas une estime
unanime pour tous les membres du Conseil constitutionnel. Comprenne qui pourra, et je pense que beaucoup parmi ceux qui nous écoutent peuvent comprendre. Je suis obligé d'admettre au moins cette fois la logique du Conseil constitutionnel, mais je suis obligé d'admettre que cette logique-là, le Conseil constitutionnel doit l'appliquer absolument à toutes les lois mémoriales. Si l'on pense que la liberté d'expression doit rester le principe, ce qui est mon cas, il va falloir détricoter absolument toutes les lois mémorielles. Et c'est même la logique qui est implicitement contenue dans cette décision constitutionnelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que le droit ne peut pas tout résoudre, et que je crois que fondamentalement Aram et moi sommes d'accord sur le fait que une loi qui incriminerait la négation du crime contre les Arméniens aussi serait d'abord une loi qui limiterait la liberté d'expression. Ça me pose un problème qui est d'ordre moral. Mais moi, je vais être franc avec vous. Oui. Je n'ai pas compris encore en quoi c'est un frein à la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple? Prenons des exemples. Je reviens. C'est-à-dire que si quelqu'un dit le génocide arménien, c'est de la foutaise, ça n'a jamais existé, c'est du négationnisme. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit dit? Alors, je suis d'accord pour que ce soit dit, même si ça me pose un énorme problème moral. Et je crois que celui qui le dirait devant moi devrait admettre aussi que je réponde avec la même dose d'agressivité implicite ou explicite. C'est-à-dire que la liberté d'expression consiste à pouvoir dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Et c'est vrai pour celui qui dirait ce genre d'absurdité, mais celui qui dit ce genre d'absurdité doit s'attendre de ma part à la même dose d'agressivité en retour. Oui, mais au-delà de ça, le gouverner, c'est aussi prévoir. C'est-à-dire que si les Arméniens en France et ailleurs dans le monde sont bien intégrés, sont des citoyens, comme on dit très souvent, exemplaires, c'est pas eux qui vont poser des problèmes graves dans la société, mais une telle déclaration qui est très dure à avaler, bien sûr, pourrait provoquer une sorte de dérèglement dans la paix sociale, en termes de paix sociale. Alors, c'est pas parce que les Arméniens sont beaucoup plus calmes d'esprit. Imaginons que si c'était une autre communauté, sans viser n'importe quelle communauté, une collectivité, ça pourrait provoquer un désordre dans la paix sociale. Alors, pourquoi ne pas considérer que cette loi est nécessaire pour l'ordre social? Alors je vais vous prendre un exemple. Parce que évidemment c'est la loi qui concerne le génocide des Juifs d'Europe est une loi plus ancienne, plus effective, la loi Guesso. Bon, nous avons, je faisais référence à ce fait tout à l'heure, après une manifestation, il y a peut-être 4 ou 5 semaines, 2 hurluberlus se sont trouvés dans le métro et en train de dire devant une dame qui a eu des parents déportés et assassinés en Pologne par le national-socialisme, que le génocide n'avait pas existé. Et moi, dans la presse, je trouve ça, moi aussi, parfaitement dégueulasse. Bon, il se trouve que une dizaine de jours avant, à Sarcelles, dans un quartier qu'on appelle la Petite Jérusalem, une jeune femme a été dépouillée, rossée, volée par des personnes qui, petit supplément commercial, sont partis en la traitant de sale juive. Bon. Ça n'a fait qu'un entrefilet dans les grands journaux nationaux. Pour ma part, je trouve beaucoup plus grave qu'on s'en prenne en France physiquement à des citoyens français de confession israélite, que l'on dise d'entendre des individus avinés dans le métro tenir ce genre de propos. Et je trouve que l'honneur de l'État
Et l'honneur des médias aurait plutôt consisté à désigner les fauteurs de cette agression physique plutôt que de chercher à camoufler une espèce de démission collective de la société française face à une montée de l'antisémitisme. Je crois, encore une fois, je crois que l'incrimination poserait d'abord un problème de principe. C'est que, à mon avis, une opinion fausse reste une opinion, à partir du moment où elle n'est pas accompagnée d'une incitation à la violence. Franche ou indirecte Alors, indirecte, une loi pénale s'interprète de façon de façon stricte. Donc, on se retrouvera toujours devant ce même problème. En tout cas, moi, je voudrais que l'État, en France, prenne ces difficultés à bras-le-corps. Et c'est là aussi, ça devient malheureusement une tradition très fâcheuse en France, c'est que pour régler un problème, on vote une loi. Or, la loi ne fera pas disparaître le problème, parce que de toute façon, on ne pourra pas l'appliquer. C'est le cas, par exemple, sur le problème du voile intégral. Cette loi, elle existe, elle n'est absolument pas appliquée, parce que à partir du moment où vous êtes affronté à une criminalité massive, vous êtes totalement démuni, parce que vous ne pouvez plus poursuivre tout le monde. En revanche, si la police administrative en France, et s'il y a une volonté politique pour combattre un certain nombre de manifestations politiques d'une puissance étrangère sur le territoire national, là il y a une possibilité de le faire. Il y a une possibilité qui est beaucoup plus franche, qui peut être beaucoup plus massive et qui pourrait être beaucoup plus efficace. Parce que, parlons franchement, le problème qui est posé aujourd'hui à la société française, c'est l'influence massive de la République turque au moyen de sa diaspora sur le territoire national. Ben ça, c'est une question qui est une question politique, qui se règle politiquement d'abord dans nos rapports. Mais il y a l'élément aussi technique. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autre, on exprime un avis négationniste, et s'il y a une loi qui protège les descendants des victimes du génocide arménien, des descendants du génocide, à ce moment-là, c'est pas l'individu d'origine arménienne, mais c'est le droit français qui permettra ou obligera Facebook à éliminer ce compte parce que il contient du négationnisme, comme il pourrait contenir des propos racistes ou sur la pédophilie. De façon. Donc il faut une loi pour cela aussi. Alors là, c'est une question. Nous en traitions encore hier entre collègues. C'est une question qui pour moi est d'abord très très complexe parce que je ne maîtrise pas très bien l'outil des réseaux sociaux. Donc je visualise assez mal comment ces choses-là fonctionnent et comment on peut l'atteindre concrètement. J'ai l'impression que par la généralité des termes qui seraient employés par la loi réglant ces questions-là, on peut très bien, alors je vais utiliser un gros mot, on peut très bien censurer ce genre de propos. Bon, parce que encore une fois, ce sont des lois de censure. Donc où plaçons-nous le curseur par tempérament, parce que j'ai quand même pas tout à fait ma langue dans ma poche, je suis plutôt enclin à dire que je préfère qu'il y ait la liberté pour tout le monde et que l'on me réserve la liberté de dire bien franchement, les yeux dans les yeux, devant un certain nombre de personnes, ce que je pense et ce que je pense de ce qu'elles pensent. Et que l'État, par ailleurs, doit jouer son rôle dans les relations internationales, dans l'exercice de la police des étrangers, dans l'exercice aussi de la police administrative, dans le contrôle des activités des associations culturelles ou cultuelles, et que on déplace le problème, et que je vois très bien le confort pour l'État de se réfugier derrière une loi mémorielle, une incrimination nouvelle en disant nous avons réglé le problème. Non, on n'a pas réglé le problème, et qu'un criminel réussisse à se déplacer en région parisienne en se revêtant d'un voile intégral, ça montre quand même l'échec de cette loi. Et il existe une incrimination, mais de toute évidence, les poursuites n'existent pas, la police ne contrôle pas, tout simplement parce que ça devient
un délit endémique dans certaines banlieues perdues de la République française. Donc moi je crois beaucoup plus à l'autorité de l'État, parce que mais si on a l'opinion de tout dire et tout invectiver, insulter... c'est autre chose. Mais comment ça c'est autre chose? C'est une opinion. L'injure et la diffamation existent déjà dans notre législation. Et moi, ça ne pose absolument aucun problème qu'on a trait devant les tribunaux pour des motifs d'injure ou pour des motifs de diffamation. Mais ce sont des lois qui sont considérées comme des lois ayant valeur constitutionnelle, qui protègent la liberté. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça m'empêche de dire ce que j'ai envie de dire. Ce sont des lois qui protègent les salauds. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ce sont des lois qui protègent les salauds parce que, par la généralité même de ces lois, elles protègent aussi des gens qui ont autre chose à dire et qui font avancer le débat démocratique. Je sais qu'Aram ne sera pas d'accord avec moi. Ah ouais, comme tu le sais, enfin comme on le sait, ou comme tu sais, je suis presque très plus que très souvent d'accord avec mon ami Nicolas. Voilà, c'est l'un des rares points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Effectivement, pourquoi? Parce que moi, je suis évidemment favorable à une loi qui pénalise le négationnisme du génocide des Arméniens et en réalité du crime de génocide. Pourquoi? Pour toutes les raisons que déjà j'ai évoquées, mais je voudrais développer quelques éléments supplémentaires ici en faveur de cette thèse. D'abord, l'argument qui dit « Ah oui, mais si on commence à pénaliser tous les génocides, où ça s'arrêtera ?» Eh ben, c'est là que les gens qui disent ça ne savent pas vraiment, une fois encore, ce qu'est le travail de l'historien professionnel, c'est-à-dire que pas de source, pas d'histoire, et c'est seulement grâce à la présence de sources significatives exploitables que l'on peut savoir si tel ou tel fait constitue un génocide. Et le fait est que si on remonte à des événements plus anciens, quelques siècles, voire quelques millénaires derrière, la dimension beaucoup plus ténue, faible des sources fait que même si on le voulait, ce serait difficile de savoir si c'est un génocide ou pas. En gros, c'est, pour simplifier, à partir du XXe siècle où les choses deviennent plus claires. Or, on le sait, malheureusement, c'est déjà beaucoup trop, mais au XXe siècle, il y a eu un nombre de génocides limité. Une fois encore, eu égard à la grille, aux critères qui font que tel ou tel acte constitue ou pas un génocide. Donc, il n'y en aurait pas 50 000. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une telle loi serait d'autant plus nécessaire qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a, qu'on le veuille ou non, un déséquilibre en France. C'est-à-dire qu'un génocide voit sa négation réprimée. C'est la loi du 13 juillet 1990 qui concerne le génocide des Juifs et des autres crimes commis entre 1939 et 1945. Moi, pour ma part, je trouve ça plutôt bien. Mais quel serait l'argument qui justifierait que ce génocide-là soit voit sa pénalisation réprimée et pas les quelques autres, celui des Arméniens, au Rwanda, au Cambodge, et éventuellement, si on arrive à en déterminer un ou deux autres. Le moins possible, ce sera le mieux d'ailleurs, parce que moins il y a de génocide, mieux c'est dans l'absolu. Donc là, au fond, là aussi, je voudrais vous dire un mot. Parmi ceux qui ne veulent pas de ces lois, il y a des gens qui sont intellectuellement totalement honnêtes, comme mon ami Nicolas, qui disent il ne faut aucune loi. Et ça peut s'entendre. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je l'entends totalement. Dans ces cas-là, puisqu'il ne faut pas de loi, il faut qu'il n'y en ait aucune. Par contre, il y a une minorité, peut-être, je ne sais pas s'ils sont minorité ou pas, parmi les gens qui contestent, qui disent « Ah non, la loi Guesson, on n'y touche pas, par contre, il ne faut pas d'autres lois. » Vous avez déjà eu des gens à l'antenne ici qui sont intervenus, qui sont des personnes totalement et violemment et de manière abjecte opposées à la pénalisation du négationnisme, voire même carrément à la reconnaissance du génocide, qui disent « Ah non, celle-là, on ne touche pas. » Pourquoi? Il y a des morts qui valent plus que d'autres. Non. La vie de certains humains vaut plus que d'autres ou moins. Voilà. Ensuite, par rapport aux lois qui pénaliseraient le négationnisme, il y a le problème de la justice. Effectivement, comme le dit Nicolas, le juge et l'autorité aussi administrative, le juge pourraient intervenir. Or, là, je suis comme lui à nouveau. Hélas, globalement, j'ai pas trop confiance dans la justice. Que ce soit en France et encore plus au niveau de l'Union européenne, dont, vous le savez, je suis un ferme opposant. Pour moi, l'Union européenne est quelque chose qui est plus que négatif. Mais le Conseil constitutionnel, que pour ma part, depuis quelques années, j'appellerais plus une cour constitutionnelle,
Oui, c'est une usurpation. C'est une usurpation. Dans ce qui était l'esprit de la Cinquième République et de la Constitution du 4 octobre 1958, et ce que c'est devenu d'abord avec la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association, et puis ce que j'appellerais moi à titre personnel la dérive, puisque c'est pas du tout une forme de prétention, mais nous sommes censés faire partie de la doctrine du droit. Donc moi, je me permets, en tant qu'un petit bout de la doctrine, de dire que j'estime que le Conseil constitutionnel a basculé dans une dérive et qu'elle s'est muée en une cour constitutionnelle. Or, nonobstant cette dérive, il faut bien comprendre une chose sur ce type de questions. Et là aussi, c'est un point que le droit, c'est ce que je m'ingénie à essayer d'inculquer à mes étudiants qui certains ne comprennent pas tout de suite au début. Le droit souvent n'est qu'un moyen et pas une fin. En réalité, le droit se manipule. Le droit peut se retourner dans un sens comme dans l'autre. C'est une matière qui parfois peut être retorse, voire pervers. Et ici, au fond, que ce soit la décision de février 2012 ou d'autres plus tardives, le Conseil constitutionnel pouvait tout autant, si on se fie simplement sur le droit, dire une chose ou carrément son inverse, valider ou invalider. Ce ne sont que des arguments d'opportunité. C'est un choix d'abord politique et ensuite on le revêt d'une justification, d'une légitimation juridique, puisqu'on pourra toujours trouver quelques arguments. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel en 2012 notamment. Je vais revenir dans un instant là-dessus parce qu'il y a un argument en plus qui ne tenait absolument pas. Mais bon. Et ensuite, au niveau au-dessus, au niveau notamment de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors moi, si ça ne tenait qu'à moi, mais là aussi, je voudrais que la France sorte immédiatement, ne reconnaisse plus la juridiction de cette instance et éventuellement même par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est un autre débat et tout aussi brûlant et je n'en dis pas plus. Cette Convention européenne, cette Cour européenne des droits de l'homme, in fine par rapport à la fameuse affaire Perinček, quelle a été sa position? J'ai pas besoin de développer plus. Ils étaient pas unanimes, Non, 10 peut-être, pour, 10 pour, 7 contre. Oui, donc c'était pas une unanimité. C'est peut-être pas unanime, mais l'assemblée plénière, finalement, la décision, la conclusion est favorable ce qui compte, à Perinček. Le match que vous le perdiez 4-0 ou 4-3, vous l'avez perdu. Donc vous voyez, à un moment, on le voit bien, et là aussi, ça aurait pu être complètement l'inverse. On voit bien que c'est des décisions politiques qui ensuite sont légitimées, justifiées par du juridique. Et je voudrais revenir un instant sur la décision du Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs. D'abord, un des arguments, c'était de dire que on ne peut pas, par rapport à la loi qui venait d'être votée en début 2012, on ne peut pas mettre en place une loi qui porte une incrimination si cette loi est fondée sur une autre loi qui, elle, n'est que déclarative. Bon, pourquoi pas. Mais surtout, c'était aussi... C'est un sophisme. C'est un sophisme, oui, bien d'accord. Et surtout aussi, c'était de dire que, oui, le génocide des Juifs, et plus généralement le génocide commis entre 1939 et 1945, a été, utilisons le terme sanctionné, reconnu, des termes par une que vous voulez. juridiction internationale et française. Comment ou française ou internationale. Ce n'est pas le cas du génocide commis contre les Arméniens. Or, là aussi, c'est un thème qui devrait être développé en 1919. Beaucoup d'Arméniens le savent. Il y a eu un procès, le procès dit des unionistes, qui s'est tenu à Constantinople, avec ce qui constituait à l'époque la continuation de l'État ottoman. Donc cet élément aurait pu très facilement être excipé par les juges du Conseil constitutionnel. Mais on sait qu'à l'époque, son président était Jean-Louis Debré, qui, pour des raisons que j'ignore, est un opposant névrosé par rapport au génocide des Arméniens à la roque, pour tout, quoi. Donc c'est son côté jeune turc. C'est toi qui le dis. Mais c'est voilà, on le voit bien que c'est une décision. Au point de faire scier un monument à Évreux, bien sûr. Mais voilà, on voit bien que là, qui marque le nom de la Turquie. Et c'est objectif, je ne dis pas ça pour dire je ne dis pas ça pour dire de mal de ce personnage, c'est une réalité. Oui. Bon voilà. Donc tout ça pour dire que en réalité, c'est un combat. Et une loi qui pénaliserait ne serait qu'une arme de plus et peut-être même pas suffisante dans ce combat. Oui, c'est vrai, souvent les lois ne sont pas forcément efficaces. Mais d'après moi, ce n'est pas une raison pour qu'il n'y en ait pas. Parce que s'il n'y en a pas, c'est pas pour autant que le combat sera mieux mené. En réalité, c'est un combat... Évidemment, Nicolas a raison. La loi, par exemple, du 11 octobre 2010 concernant l'interdiction de la dissimulation du visage en public... Mais il y a des tas de femmes qui se baladent aujourd'hui en burqa sans que la police n'ose intervenir. Pourquoi ? Parce que si elle intervient, il risque d'y avoir une émeute, 20, 30, 40, 50 personnes autour vont venir et vont éventuellement frapper, voire même faire un très mauvais sort à ces policiers. Donc on le voit bien que ici, non seulement il y a le problème du respect de la loi, mais ce n'est pas parce que cette loi n'existerait pas que ces femmes, de toutes les manières, ne se promèneraient pas toujours en burqa. Donc c'est un combat terrible. À partir de là, plus on mettra d'armes
sur le champ de bataille, mieux ce sera. En tout cas, le chemin reste long devant les Arméniens pour d'abord s'assurer que beaucoup d'États, parce que pour l'instant il y a une trentaine d'États en gros qui reconnaissent le génocide arménien, et c'est pas suffisant. Il y a des grands États comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne l'a fait que récemment, comme Israël qui devrait être. Je ne suis pas le journaliste, mais j'ai une question. Pourquoi, alors que tous ces États, ou du moins, savent aussi la réalité, pourquoi du génocide des Arméniens, pourquoi ne le reconnaissent-ils pas? On sait tous pourquoi. Alors, on voit bien que donc le droit ici, une fois de plus, n'est qu'un élément subsidiaire, secondaire. C'est d'abord un rapport de force. Et donc, à partir de là, si dans des rares niches, la loi peut intervenir s'il y a moyen, il faut d'autant moins hésiter à le faire. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, professeur Warburg. C'est aussi une histoire politique. À mon sens, c'est une question qui est éminemment politique. Et donc, si elle est politique, on peut mettre le vecteur éthique dans la politique. C'est possible aussi, non? C'est rare. Je crois que l'éthique guide plus facilement la politique que le droit, mais ce serait une question d'ordre philosophique qu'il nous faudrait aborder. En tout cas, les Arméniens de France, mais pas que de France, les Arméniens tout court, attendent que la France, cet État qui a montré depuis quelques décennies qu'il est capable de porter la question de la reconnaissance du génocide au niveau d'une loi et des représentants de l'État français qui aujourd'hui très clairement affichent leur opinion claire et franche concernant à la fois la reconnaissance mais parfois aussi l'exigence des autres et de la Turquie de reconnaître le génocide, les Arméniens espèrent que la France pourra aller plus loin dans cette démarche. Pardon, je dois encore dire un mot parce que c'est pour montrer de l'utilité. Je veux dire, évidemment que si la France votait cette loi, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans un océan de combat. Mais montrer à quel point ce combat est important et à quel point aussi la négation d'un génocide et la porte ouverte n'est qu'en réalité le prodrome et la première pièce de la continuation, de la perpétuation. Je vais vous donner un exemple. La Turquie, à partir du moment où a débuté la guerre en Syrie, on a de manière, de mon point de vue, fallacieuse, ignoble, déstabilisé le régime légitime de Bachar al-Assad, la Turquie est très rapidement intervenue et elle a soutenu les pires criminels, notamment l'État islamique. Les preuves existent à foison. Elle l'a soutenu, équipé, protégé, Erdogan en tête. Or, que ce soit l'État islamique ou d'autres groupes armés dits islamistes, ce terme sera encore un autre problème à débattre. En début 2015, la Turquie a tout fait pour que ces criminels, ces sauvages, s'emparent de territoires donc du nord de la Turquie et notamment elles ont pris Kessab, de la Syrie, et notamment elles ont pris la ville de Kessab qui évidemment pour les Arméniens a une symbolique éminente et ils ont profité donc de cette prise pour saccager évidemment que ce soit les lieux de culte mais aussi tout ce qui était monument commémorant le génocide des Arméniens. Au-delà du plaisir de saccager, de liquider des chrétiens, il y a la dimension très 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 symbolique de cet endroit. Et les Turcs savaient très bien ce qu'ils faisaient en soutenant ces groupes armés qui opéraient dans le nord de la Syrie. Donc on le voit, l'absence d'un combat et d'une lutte vraiment dure, féroce, pour faire plier la Turquie un jour, les enjeux ne sont pas simplement une dimension historique, éthique, justice, mais c'est aussi l'avenir. Parce qu'en réalité, la Turquie, si demain, notamment avec ce gouvernement, elle en avait les moyens, je pense qu'elle se prendra un grand plaisir à parachever l'œuvre de ses prédécesseurs. Cet acte de début 2015 est une preuve parmi d'autres, mais je vous signale que depuis que l'Arménie est indépendante en 1991, la Turquie, quelques mois après, au plus tard en 93, a soumis l'Arménie à un blocus total, ce qui constitue en droit international un acte de guerre. On le voit, c'est-à-dire que le criminel, non seulement n'est absolument pas prêt à reconnaître son crime et éventuellement à tenter non seulement de s'excuser, mais aussi à indemniser sa victime, mais la seule politique qu'elle entrevoit, du fait notamment aussi de la faiblesse de cette chose qu'on appelle la communauté internationale, c'est au fond de parachever son crime pour que, une fois pour toutes,
une fois pour toutes, il n'y ait plus de problème ni de reconnaissance ni de réparation. C'est le problème de l'impunité dont on parlait en début d'émission. Merci, messieurs, Nicolas Warembourg Merci de votre invitation. Et Aram Mardirosyan, tous deux professeurs d'histoire du droit à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, et tous les deux agrégés donc des facultés de droit. Merci beaucoup pour cette conversation utile que nous aurons l'occasion de prolonger, je l'espère, très rapidement à d'autres occasions quand le sujet reviendra à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.